Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va créer un système de vérification de code d'accès. Alors, c'est quelque chose que l'on retrouve très fréquemment sur de nombreux sites web. L'idée, c'est simplement d'envoyer un code par SMS à l'utilisateur et à partir de ce code, eh bien, l'utilisateur va pouvoir vérifier son identité en entrant le code dans le composant. Alors nous, on va pas faire la partie back-end où on envoie le code par SMS. On va se concentrer sur le front-end, mais vous allez voir que, eh bien, il va falloir utiliser pas mal de JavaScript pour obtenir le résultat. Alors on va tout de suite faire une petite démonstration. On a nos différents inputs, et ici, à chaque fois, on peut rentrer des chiffres. On va rentrer un code, et si on appuie sur le bouton vérifier, ici, on a un message code invalide. On peut également supprimer les valeurs dans les inputs. On est obligé ici à chaque fois de rentrer des chiffres entre 0 et 9. Et cette fois-ci, on va rentrer le bon code 2, 4, 6, 8. On appuie sur vérifier et ça fonctionne. Code valide. Voilà donc ce que l'on va faire ensemble. Alors, sans plus attendre, on va aller dans VS Code et on va repartir de la structure de base que l'on avait créée dans la première vidéo. On a donc une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS, un fichier JavaScript vierge et également un icône au format SVG. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces fichiers et le code complété dans le dépôt qui s'appelle série web design sur le GitHub de Weboscopy. On va commencer par le HTML. On va créer un conteneur, donc une division avec une classe container. Et à l'intérieur, on va déjà mettre notre image. On vient chercher le fichier SVG. Et ici, on va mettre un texte alternatif. En dessous, on va avoir un H4 avec le titre de notre composant. Et en dessous, simplement, on va avoir un formulaire. Ici, on ne va pas renseigner d'action puisque on va rien envoyer au serveur. Et par contre, on va avoir à l'intérieur différents inputs de type nombre à chaque fois. On va mettre un placeholder, 0. Et au niveau des valeurs que l'utilisateur va pouvoir renseigner, eh bien, on va avoir un minimum à 0, un maximum à 9, et tous les champs vont être requis. On va pouvoir dupliquer notre input pour avoir 4 inputs de type nombre. Et juste en dessous du formulaire, on va rajouter un bouton vérifier. Et c'est tout pour le HTML. On va pouvoir lancer notre fichier avec Live Server pour voir ce que l'on obtient dans le navigateur. Et voilà ce que l'on a pour l'instant. Alors c'est parti pour le CSS. On retourne dans VS Code. On va aller dans la feuille de style. Et on va commencer par le body. Comme d'habitude, on va faire en sorte que le body s'étende sur toute la hauteur de la page. Donc on met bien 100% du viewport height au minimum. Au niveau de la couleur d'arrière-plan, on met toujours notre même code hexadécimal. On va changer la famille de police. Et ensuite, on va vouloir que notre conteneur soit positionné au milieu du body. Alors pour ça, on met un display flex. Et on va venir centrer tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur du body, aussi bien verticalement que horizontalement. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. On a bien notre body qui s'étend sur toute la hauteur de la page, la couleur d'arrière-plan a changé, et le conteneur est bien au milieu du body. Alors justement, on va pouvoir s'occuper du conteneur. On vient le sélectionner par sa classe. On va changer déjà la couleur d'arrière-plan. On va venir rajouter des arrondis dans les coins. On va mettre un rem au niveau de l'arrondi.
Et à l'intérieur du conteneur, eh bien, on va mettre un display flex. On va venir changer l'orientation par défaut pour passer en colonne. Et pour tous les items qui se trouvent à l'intérieur du conteneur, eh bien, horizontalement, on va venir centrer les items. Et par contre, verticalement, on va juste mettre un gap entre les items. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Donc on a bien tous nos items qui sont centrés horizontalement à l'intérieur du conteneur, et par contre, verticalement, on a un espace à chaque fois de rem. Alors par contre, on pourrait peut-être rajouter un peu de padding à l'intérieur du conteneur pour détacher les éléments des bords du conteneur. On va mettre un rem en haut et en bas et deux rems sur les côtés. Et voilà ce que l'on obtient avec le padding à l'intérieur du conteneur. Alors ensuite, on va pouvoir s'occuper du H4, le titre. On vient le sélectionner. On va changer la couleur de la police et également la taille. On va mettre 1,4 rem. Et si on retourne dans le navigateur, voilà notre H4. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du formulaire avec les inputs. Alors on vient chercher le formulaire. On va mettre un display flex et on va laisser l'orientation en ligne pour bien avoir nos inputs les uns à la suite des autres. Par contre, on va simplement mettre un gap entre chaque input. On va mettre 1,2 rem. Et si on retourne dans le navigateur, maintenant on a bien des espaces entre chaque input. Alors justement, on va pouvoir s'occuper des inputs. On va leur donner une dimension. On va mettre 80 pixels en hauteur et en largeur. Ensuite, eh bien, on va mettre à nouveau des arrondis dans les coins. On va mettre par exemple 0,4 rem. On va également rajouter une bordure. On va mettre une sorte de gris au niveau de la couleur. Il va s'agir d'une bordure pleine avec un pixel d'épaisseur. Et ensuite, eh bien, on pourra également changer la taille de la police. On va mettre 2 rem. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour nos inputs. Alors on pourrait peut-être centrer le texte à l'intérieur des inputs. On va juste mettre un text align center. Et voilà ce que l'on obtient. Alors le problème, c'est que par défaut, dans les navigateurs, on a ces boutons pour changer la valeur. Ils sont pas forcément très esthétiques. Alors on va pouvoir les supprimer. On va rajouter des WebKits. Alors pour Firefox, on va pouvoir ici mettre text field. Et autrement, pour les autres navigateurs, on va utiliser les WebKits. On va aller chercher inner spin button et également le deuxième qui s'appelle outer spin button et on va mettre un display none. Si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, on n'a plus les boutons sur les côtés au niveau des inputs. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper du bouton de vérification. On vient chercher notre bouton. On va changer la couleur d'arrière-plan. On va changer également la couleur du texte. On va enlever la bordure. On va mettre un pointeur au niveau du curseur pour que l'utilisateur comprenne bien qu'il s'agit d'un bouton qu'on peut cliquer. À nouveau, on va mettre un border radius pour avoir des arrondis
dans les coins, on va mettre 0,7 rem et on va changer également la taille de la police. Et à nouveau, on va mettre un peu de padding à l'intérieur du bouton. Un rem en haut et en bas et 2 rem sur les côtés. Si on retourne dans le navigateur, voilà notre bouton. Alors on pourrait également s'occuper du texte qui s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton vérifier. Alors pour ça, on va juste revenir dans le HTML. Et ici, temporairement, on va rajouter un paragraphe. On va mettre code invalide. On se chargera par la suite avec JavaScript de rajouter ce paragraphe. Et on va également lui mettre des classes. Alors on va avoir en tout 2 classes. Une classe success, dans le cas où le code est effectivement valide. Et ensuite, on aura également une classe erreur pour le code invalide. Donc on va s'occuper de ça au niveau du CSS. On vient chercher le paragraphe. On va déjà changer la taille de la police. Et ensuite, on va s'occuper des 2 scénarios. Lorsque le paragraphe a une classe success, on va changer la couleur. Et dans la foulée, on va s'occuper du cas où le paragraphe a une classe erreur. Et on va changer également la couleur de la police. Voilà ce que l'on obtiendra pour le paragraphe. On va faire le test avec la classe erreur. Et voilà ce que l'on obtient pour notre paragraphe. Alors maintenant, on va pouvoir le supprimer du fichier HTML puisque on va l'insérer directement avec JavaScript. Alors c'est parti pour le JavaScript. On est dans le fichier app.js. Alors on va commencer par récupérer les éléments du DOM qui nous intéressent. On va avoir besoin notamment des inputs. Donc on récupère tous les inputs avec la méthode querySelectorAll, et comme ça on va avoir les inputs dans un tableau. On récupère également le bouton qui va nous permettre de vérifier le code. Et enfin, on récupère également le conteneur qui va nous permettre d'afficher le message. Alors pour le conteneur, on le récupère par sa classe, donc on rajoute bien le point ici. Ensuite, on va venir créer 2 variables. La première va être une variable qui va représenter le code que l'utilisateur va taper au fur et à mesure. Et donc au départ, on va l'initialiser avec un tableau vide. Et la deuxième variable va correspondre au code correct. Alors dans une vraie application, il faudrait générer ce code au niveau du serveur et l'envoyer par SMS à l'utilisateur. Nous, dans notre cas, on va simplement mettre le code directement dans le JavaScript. On va mettre par exemple cette séquence de chiffres, 2, 4, 6, 8, pour le code correct. Ensuite, on crée notre objet app. On rajoute la méthode init qui va être déclenchée au lancement de l'application. On attache un écouteur d'événements sur le document et lorsque le contenu du DOM est chargé, on vient déclencher la méthode init. Alors qu'est-ce que l'on va faire au lancement de l'application? Eh bien déjà on pourrait mettre le focus sur le premier input. Donc on prend notre tableau d'input, on vient récupérer le premier input qui devrait être à l'index 0 et on met le focus dessus. Si on retourne dans le navigateur, on a bien le focus sur le premier input. Ensuite, on va pouvoir mettre des écouteurs d'événements sur tous les inputs. Donc on prend le tableau à nouveau, on vient boucler dessus. Pour chaque itération, on récupère l'input et l'index. Et pour chaque input, on attache un écouteur d'événements. Lorsque l'utilisateur va appuyer sur une touche du clavier, on va venir déclencher une fonction anonyme en callback qui prend bien en paramètre l'événement. Et donc ici, il va falloir vérifier que l'utilisateur a bien appuyé sur une touche qui correspond à un nombre. Donc on regarde si l'utilisateur a appuyé sur une touche qui est à la fois plutôt supérieure ou égale à 0, et également une touche qui est inférieure ou égale à 9.
Et si ces deux conditions sont vérifiées, c'est que l'utilisateur a appuyé sur une touche qui correspond à un chiffre. Donc on a bien affaire à un chiffre et on va pouvoir rajouter ce chiffre dans notre code, donc dans le tableau que l'on a créé juste au-dessus. Alors ici, ce qu'il faut bien voir également, c'est que à chaque fois qu'on va modifier ou ajouter une valeur dans le code, eh bien l'index de cette valeur dans le tableau va correspondre également avec l'index pour l'input dans le tableau d'input. En définitive, ce sont les mêmes index. Sachant cela, eh bien, pour ajouter ou modifier une valeur dans le code, ici on peut reprendre l'index que l'on a mis ici dans notre méthode forEach et qui est l'index du tableau d'input. On vient bien modifier la valeur dans le code pour un input donné. Donc on utilise l'index des inputs dans le tableau de code. Et ici au niveau de la valeur, eh bien on va simplement passer la valeur de la touche sur laquelle l'utilisateur a appuyé. Alors si on s'arrête là, le problème c'est que dans notre code, dans notre tableau, on va avoir des chaînes de caractères. Simplement parce que l'input par défaut va nous renvoyer une chaîne de caractères et donc pour éviter ce problème et pour pouvoir surtout comparer notre code avec le code correct qui lui est bien un tableau de nombres, eh bien il va falloir caster cette valeur et la convertir en un nombre. Et comme ça, dans notre code, au fur et à mesure, on va avoir des chiffres. Et donc on pourra effectuer la comparaison avec le code correct. Alors d'ailleurs, ce que l'on pourrait se demander également, c'est comment expliquer le fait que au niveau de la condition ici, on ait pu comparer donc des chaînes de caractères avec des chiffres. Eh bien, c'est simplement parce qu'en JavaScript, lorsque l'on fait une comparaison avec plus petit ou plus grand que, on ne fait pas des comparaisons strictes. Donc, autrement dit, le type n'est pas pris en compte et implicitement, il y a une conversion qui se fait de la chaîne de caractères pour pouvoir être comparée avec les chiffres. C'est la raison pour laquelle la condition fonctionne. Par contre, ici, à ce stade, comme on n'a pas de comparaison, on est bien obligé de convertir explicitement la chaîne de caractères en un nombre. J'aurais-il que à ce stade, on a rajouté ou modifié notre chiffre dans le code, et donc on peut passer à l'input suivant. Donc on prend notre tableau d'input, et on passe à l'input suivant. Au niveau de l'index, on met index plus 1, et on met le focus dessus. On va aller dans le navigateur, et on va regarder si ça fonctionne. Et si vous testez chez vous, vous verrez également qu'il y a un problème. La valeur que l'on renseigne est mise dans l'input suivant et non pas dans l'input sur lequel on souhaite la mettre. Pour expliquer ce problème, en fait, il faut voir que JavaScript passe directement à la suite et c'est à cause de cette méthode focus qui est déclenchée tout de suite. Donc, pour ça, il suffit juste de mettre un timeout et d'attendre un tout petit peu avant de passer à l'input suivant. Donc, on met un timeout ici. On va attendre seulement 10 millisecondes avant de passer à l'input suivant. Et ça devrait déjà résoudre le problème. On revient dans le navigateur, et effectivement, cette fois-ci, on a bien les bonnes valeurs dans les bons inputs. Ça fonctionne. Sauf que si on regarde dans la console, on devrait avoir une erreur ici. Et effectivement, on est déjà sur le dernier input, et on essaye de passer à l'input suivant et de mettre le focus dessus. Sauf que cet input n'existe pas puisqu'on est déjà au dernier input. Alors pour résoudre ce problème, on va rajouter une méthode ici. On va l'appeler focusInput. Cette méthode va être chargée de mettre le focus sur l'input. Donc on passe l'input en paramètre. Et ici, avant de mettre le focus dessus, on va vérifier que l'input existe. Donc on met une condition, on vérifie bien que l'input existe avant de mettre le focus dessus. Et ça devrait nous éviter les erreurs dans la console. Et donc maintenant, ici au niveau du timeout, on va pouvoir utiliser notre nouvelle méthode. On utilise la méthode et on passe l'input. Donc ici, on reprend notre tableau d'input et on remet bien index plus 1 pour passer à l'input suivant. Sauf que cette fois-ci, on va vérifier que l'input suivant existe. On revient dans le navigateur. Et cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur dans la console lorsque l'on arrive sur le dernier input. Alors par contre, on a un autre problème,
Si on revient sur un input précédent et qu'on essaye de modifier sa valeur, eh bien on a plusieurs chiffres qui sont insérés dans l'input. Or nous évidemment on ne veut qu'un seul chiffre par input. Donc pour éviter ça, eh bien il faut simplement nettoyer la valeur de l'input. Alors on prend le tableau d'input, on regarde à l'index, on récupère la valeur de l'input et on vient remettre une chaîne de caractères vide. Et ça devrait résoudre le problème. Si on revient dans le navigateur et qu'on essaye de modifier un input, vous voyez que ça fonctionne. Alors il reste une dernière chose à faire avant de passer à la vérification, et c'est simplement la suppression des valeurs qui sont renseignées dans les inputs. Si on essaye de supprimer, ça supprime bien la valeur dans l'input, mais on passe pas à l'input précédent. Donc nous, on va vouloir implémenter cette fonctionnalité. On va venir ici rajouter simplement une condition, et on va aller regarder si l'utilisateur a appuyé sur le backspace. Et si l'utilisateur a appuyé sur le backspace, eh bien déjà on va supprimer le chiffre dans le code. Donc on prend le code et on vient supprimer la valeur qui correspond à l'index. On supprime seulement une valeur. Et comme ça, on enlève le chiffre dans le code. Et ensuite, eh bien, on va reprendre le timeout, sauf que cette fois-ci, on va passer à l'input précédent. Donc ici, on met bien index-1. On retourne dans le navigateur, et cette fois-ci, si on appuie sur le backspace, on passe bien à l'input précédent. Donc ça fonctionne. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en place la vérification avec le bouton. Donc on va prendre notre bouton, on va attacher un écouteur d'événements sur le bouton de type click, et lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, on va déclencher une nouvelle méthode verify. On va se mettre toujours dans l'objet app, et on rajoute la méthode verify. L'objectif de cette méthode, c'est de créer un paragraphe et de spécifier à l'utilisateur si le code est valide ou non. Donc on crée notre paragraphe. Et ici, on vérifie si le code est valide ou bien si il est erroné. Au niveau de la condition pour le code valide, on pourrait déjà vérifier si le code comporte bien 4 chiffres. Donc on prend le code et on regarde la longueur du tableau et on s'assure qu'elle correspond à la longueur du tableau d'input. Donc comme ça, on vérifie bien que le code possède 4 chiffres. Et ensuite, eh bien, il va falloir comparer un à un les chiffres que l'on aura rentrés dans notre code, que l'utilisateur aura renseigné dans le tableau du code. Il va falloir comparer ces chiffres avec le tableau du code correct. Pour effectuer la comparaison, eh bien ici on va prendre le tableau du code renseigné par l'utilisateur et on va utiliser dessus la méthode every qui est une méthode d'ordre supérieur sur les tableaux. À chaque itération, on va récupérer la valeur et l'index. Et pour chaque itération, on va aller vérifier si la valeur qui est renseignée dans le code correspond à la valeur qui est dans le code correct pour le même index. Donc on compare les valeurs entre les deux tableaux, une à une, grâce à cette méthode every. Et cette méthode every va retourner uniquement true si chaque comparaison est vérifiée. Autrement dit, si chaque chiffre du tableau de code correspond à chaque chiffre du code correct. Et donc comme ça, on est bien sûr qu'on a le bon code. Et donc si on a le bon code, on va pouvoir modifier le texte du paragraphe. On va mettre code valide. On va venir également rajouter une classe. Alors si on revient dans notre CSS, on avait une classe success pour le code valide. Donc ici, on va bien rajouter la classe success. Autrement, ça veut dire que le code n'est pas valide, donc on va changer le message et la classe. Ensuite, eh bien, il va suffire de rajouter
le paragraphe dans le conteneur. Donc on ajoute un enfant dans le conteneur et on passe le paragraphe. Et alors on va vouloir que le message ne s'affiche seulement pour 2 secondes. Donc on va mettre un timeout ici. On va mettre 2000 millisecondes. Et au bout de 2000 millisecondes, donc 2 secondes, eh bien on va venir supprimer le paragraphe du DOM. On retourne dans le navigateur. On essaye d'abord de rentrer un code erroné. On appuie sur le bouton vérifier et on a bien code invalide. Le message s'affiche pendant 2 secondes. On supprime toutes les valeurs. Cette fois-ci, on va rentrer le bon code. 2, 4, 6, 8. Et cette fois-ci, on a bien le code valide. Tout fonctionne. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour cet épisode sur la vérification des codes. Alors j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.